la une de cette édition, la SODEJ a lancé le programme national d'identification des opérateurs économiques et monographie des espaces et zones industrielles pour la maîtrise et la sécurisation des infrastructures industrielles. Nous le verrons également, 500 jeunes Ivoiriens ont reçu leur certificat dans le cadre du programme de l'employabilité de la jeunesse, un programme qui vise à améliorer l'employabilité des diplômés de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur. Et une délégation conduite par l'ambassadrice d'Éthiopie en Côte d'Ivoire s'est rendue à Payopa, situé à 18 km de Gagnoa. Plus de précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, vous suivez le journal. Bienvenue et merci de votre attention. Le président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des PME était en conférence de presse au siège de la structure. Il a annoncé l'organisation de la 9e édition des Journées nationales promotionnelles des PME. Cette 9e édition a pour thème la franchise comme modèle de développement des PME. Elle se tiendra du 23 au 25 novembre 2023 à l'Ivoire Golf Club. Le commentaire de Zénab Dosso. Ce sont environ 3000 PME et plus de 3000 visiteurs qui sont attendus aux Journées nationales promotionnelles des PME. Les journées auront lieu à l'Ivoire Golf Club du 23 au 25 novembre 2023. Une occasion pour les dirigeants des petites et moyennes entreprises de mettre en lumière les opportunités économiques et commerciales qu'offre la franchise. En effet, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, forte aujourd'hui de 47 associations et organisations professionnelles, a décidé, conformément à son cahier de charges et conformément également à son programme d'activité pour cette année 2023, de procéder à la réalisation et à l'animation des Journées nationales promotionnelles des PME, dont nous sommes à la 9e édition. Pour le conférencier, les crises successives relatives à la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ont grippé les activités des PME, d'où la suspension momentanée de l'organisation de ces journées qui reprennent bientôt. Il a lancé un appel aux 45 associations professionnelles pour leur participation effective à ces journées. Vous avez déjà très bien commencé parce que en quelques jours, comme j'ai dit, nous avons eu autour de 250 à 300 PME déjà inscrites. Je voudrais justement que nous puissions continuer donc dans ce sens-là. Par contre, l'inscription est obligatoire. L'inscription est gratuite, mais elle est obligatoire parce qu'elle nous permettra justement de pouvoir savoir le nombre de personnes inscrites et pouvoir prendre toutes les dispositions qu'il faut. À ces journées nationales promotionnelles des PME, placées sous le haut patronage de son Excellence Alassane Ouattara, ont été invités la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Si vous êtes des opérateurs économiques ou industriels, sachez que la SODEJ, Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, a lancé le programme national d'identification des opérateurs économiques et monographiques des espaces et zones industrielles. L'objectif de ce projet est entre autres de disposer d'une plateforme numérique moderne offrant en temps réel les données clés pour la maîtrise de la sécurisation des infrastructures industrielles. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. Disposer à l'instar des pays industriels leaders d'une plateforme numérique moderne offrant en temps réel les données économiques, techniques et cartographiques géoréférencées nécessaires à la projection, à la sécurisation et à la maîtrise des infrastructures industrielles, c'est l'objectif visé par le programme lancé par la SOGEDI. Dénommé Programme national d'identification des opérateurs économiques et monographie des espaces et zones industrielles, ce projet permettra de faciliter les formalités d'acquisition de terrain à usage industriel et de disposer d'une base de données dynamique sur les zones industrielles. Il est difficile de gérer une population d'investisseurs et d'opérateurs sans les connaître.
Donc pour nous aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un outil structurant qui va nous permettre non seulement d'identifier individuellement nos opérateurs, mais en même temps de connaître la structuration de leur investissement, de savoir quels sont les investissements qu'ils font, dans quel domaine, quels sont les emplois qu'ils offrent. Et cela, tout cet ensemble-là, régenté dans un outil intelligent, nous permet d'avoir un outil d'aide à la décision qui peut permettre à l'État de mieux planifier les zones, de mieux planifier le développement industriel. Nous, de notre côté, on a déjà commencé à travailler, on a déjà mis tous les structures en place, les structurations en place pour commencer le projet. Donc cette cérémonie ne vient que donner un coup de pouce pour qu'on dise que, le projet a commencé. Le représentant du ministre du Commerce a engagé l'ensemble des structures concernées par ce programme qui vient compléter les identifications déjà exécutées dans les zones industrielles de Koumassi, de Yopougon et de San Pedro. Ce programme qui vient de démarrer officiellement, faut-il le souligner, au bout de 10 mois s'achèvera. La World Chocolate Initiative Compétition est un atelier scientifique entre Ivoiriens et Ghanéens qui partagent un amour pour le chocolat, surtout celui de qualité. Les Ghanéens de Fer Afrique et les Ivoiriens de Cocoin se rencontrent à Abidjan pour créer de nouvelles normes de chocolat de qualité fait à base de cacao fin et selon de nouvelles formes de fermentation. Ils ont exposé leur vision et leurs moyens techniques lors d'une conférence de presse ce vendredi, nous dit Philippe Zabo. Le décor se plante quand vous franchissez le portail. Une forêt en miniature vous accueille. À l'intérieur de la maison, un salon marron, couleur qui vous renvoie au chocolat, donc au cacao. Bienvenue à Cocoyan, le pays des hommes qui aiment le chocolat et qui veulent en produire en Côte d'Ivoire et au Ghana. Un chocolat de qualité supérieure fait par eux et pour eux. Un chocolat sans potassium dont la production sortira les paysans de la misère. Mais avant sa production, il faut un changement de mentalité. Le monde est divisé entre les gens qui font le cacao et les gens qui font le chocolat. Ceux qui font le cacao ne sont pas ceux qui font le chocolat. C'est quand même un drôle de truc. Ce sont ceux qui font le chocolat qui dictent à ceux qui font le cacao ce qu'il faut faire. C'est ça le rapport de domination dans le monde dans lequel on est. Tu vois. Et c'est ça qu'il faut revoir. Tu vois. Il faut pouvoir renégocier le terme chocolat, parce que finalement c'est la finalité. Donc on ne peut pas continuer de se frapper la poitrine en disant qu'on est les premiers producteurs de cacao ou de café ou de... On ne peut pas. Nous allons faire maintenant le meilleur chocolat au monde. Nous faisons le cacao, premier producteur de cacao, le Ghana et nous allons faire le meilleur chocolat au monde. D'où l'arrivée de nos deux experts, généticiens et chocolatières. Les généticiens ont découvert au centre de recherche de Senra, qui je vous le rappelle, que le centre national de recherche de Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a les variétés les plus fines du monde, qui ont des arômes. La définition de l'ICCO sur le cacao fin, c'est un cacao qui sent le cacao, plus une odeur de fruits, une odeur de fleurs. On en a ça ici. Donc on a les moyens de faire le meilleur chocolat. Cacao fin, le prix n'est pas le même. Il est 30 fois, 40 fois plus élevé que le prix. Donc aujourd'hui, nous allons écouter les experts, nous avons écouté déjà l'écrivain Gauze, qui nous a motivés sur le besoin de changer notre mentalité d'esclaves. Pour réussir le projet, les Cocoyan se sont alliés aux Ghanéens de Fer Afrique qui ont une usine et à des experts. D'ailleurs, la cérémonie a commencé par une présentation du savoir-faire ghanéen en la matière et une dégustation. Des Ghanéens heureux de participer à ce projet. La volonté ici est d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page en tout cas de l'histoire du chocolat, dans la mesure où les goûts et la manière dont c'est fait et la manière dont c'est transformé ont été mis en place depuis plusieurs siècles. Pour arriver à la certification du chocolat ivoirien et ghanéen qui aura pour nom Anima, les chocolatiers des deux pays ont fait appel à Albertus Esques, expert en cacao fin et créateur d'une nouvelle manière de fermenter le cacao. Et dans le chapitre employabilité, Tetra Côte d'Ivoire, à travers l'agence Emploi Jeune, a organisé récemment la cérémonie de remise de certificats à 500 jeunes ivoiriens dans le cadre du programme de l'employabilité de la jeunesse. Le programme vise à améliorer l'employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, ainsi que de l'insertion des jeunes chômeurs. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre en charge de la jeunesse qui a salué l'appui de Tetra Côte d'Ivoire dans la formation pratique des jeunes. Pierre Tebeu nous fait le compte-rendu de la cérémonie.
Ils sont 500 jeunes Ivoiriens à avoir suivi la formation dans plusieurs domaines, en manutention, en bâtiments et travaux publics BTP et en phytosanitaire. Durant 8 mois, ils ont été accompagnés par l'entreprise Tectra Côte d'Ivoire qui a déployé la formation et négocié leur insertion dans les entreprises. À ce jour, 41% de cet effectif a déjà obtenu son contrat à durée déterminée CDD et contrat à durée indéterminée CDI après la formation. Le 51% restant va devoir attendre juste le temps de leur trouver une place dans une entreprise de la place. Chacun a reçu son certificat de fin de formation. C'est le début d'une nouvelle aventure dans le monde du travail pour tous les bénéficiaires. Comme ma formation de base n'était pas l'électricité, pourtant j'avais besoin d'informations en électricité dans le domaine de l'installation des systèmes solaires. C'est pourquoi je suis venu faire la formation pour pouvoir me perfectionner en électricité et bien mener mon travail d'installateur de systèmes solaires photovoltaïques. Quand moi je venais, c'était un peu difficile. Il a fait 8 mois, les gars disent vous n'avez rien à voir, vous n'avez pas dit perdre votre temps. Mais aujourd'hui, avec mon diplôme, je suis fier. Cette formation fait suite à l'insertion de 100 jeunes formés par Tectra Côte d'Ivoire et placés dans l'entreprise La Nouvelle Brasserie de Côte d'Ivoire à Bonnois. Un grand plaisir pour cette entreprise qui fait de la formation et de l'insertion des jeunes son cheval de bataille. On a un autre concept de la formation, ce n'est pas seulement la compétence technique, mais les compétences non techniques aussi. Dans notre formation, nous insistons sur les compétences techniques, mais les non techniques, à savoir les soft skills, le savoir-être et le savoir-faire, comment les jeunes, parce que les entreprises, ils ont besoin de ça. Comment le jeune va se comporter dans l'entreprise, comment travailler dans un climat de confiance, comment il va être impliqué, comment être force de proposition. Et ces notions-là que nous tenons à transmettre aux jeunes, et c'est là, ça facilite l'insertion professionnelle. Lors de la cérémonie de remise de certificats à ces 500 jeunes, le ministre Mamadou Touré a remercié le partenaire Tectra Côte d'Ivoire et s'engage à l'aider à poursuivre le lobbying aux côtés des entreprises afin d'insérer le reste des jeunes. Avec Tectra Côte d'Ivoire, l'aventure se poursuit. Grâce à son professionnalisme et son engagement, Tectra Côte d'Ivoire aspire à devenir l'allié incontournable des entreprises en Côte d'Ivoire pour répondre à leurs besoins en gestion des ressources humaines. Le cabinet Marabout, reconnu pour son expertise en stratégie économique, a organisé un atelier destiné à analyser et réfléchir sur l'évolution de l'industrie des VTC en Côte d'Ivoire. Cet événement d'envergure a réuni des experts, des acteurs du secteur, des représentants du gouvernement et des entrepreneurs afin de déterminer les impacts, les défis et les opportunités liées à cette industrie émergente dans le pays. Diane Kablancan et Tima Traoré. Le secteur des VTC est en plein essor en Côte d'Ivoire, créant ainsi plusieurs opportunités. Mais face à cette croissance, le secteur connaît d'énormes difficultés. Pour les acteurs, il est temps de créer un cadre de concertation afin de réfléchir sur les défis auxquels l'industrie des VTC est confrontée. Un confort, une sécurité pour les clients et tout cela a amené un accroissement de l'activité du trafic au niveau de ces véhicules-là. Il faut savoir que par le passé, par exemple, les jeunes dames ne se déplaçaient jamais seules dans un taxi rouge la nuit pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sortent de chez eux à 2 h du matin avec un VTC. Parce que le chauffeur est identifié, le véhicule étant identifié, il y a beaucoup moins de risques pour le passager, pour l'usager. Donc en termes de sécurité pour les passagers, il y a eu un bond en avant avec ces applications-là. Pendant cet atelier, il est ressenti que les défis du secteur des VTC incluent la sécurité des utilisateurs et des chauffeurs, la régulation du secteur pour assurer une concurrence loyale, ainsi que l'adaptation aux infrastructures routières souvent défaillantes. Les participants ont discuté des mesures à prendre pour surmonter ces obstacles, notamment en renforçant la formation des chauffeurs et en établissant des recommandations claires et adaptées. On a essayé de partager notre retour d'expérience de l'activité de VTC en tant qu'agrégateur de VTC avec les challenges en fait, que nous rencontrons au niveau du développement de cette activité.
Donc on est au début en fait de cette activité. On comprend en fait qu'elle a besoin d'être régulée, mais il faut tenir compte d'un certain nombre de challenges qui sont liés à l'évolution du prix du carburant, qui affecte les revenus des chauffeurs de taxi. On ne voudrait pas aussi impacter en fait le coût. Il est clair que cette industrie joue un rôle croissant dans l'économie ivoirienne, mais nécessite également une attention et une réglementation appropriée pour assurer sa durabilité et sa contribution positive au développement du pays. Et parlons nature à présent. Le rideau est tombé sur la 9e édition du prix vert pour la conservation du parc national d'Azani avec la consécration de Brafédon comme meilleur village éco-citoyen. C'était ce samedi à Nadibo 2 en présence de M. Chérif Brahima, préfet hors grade, préfet de département de Grand Laou, président de la cérémonie. Le commentaire de Pierre Tebeu. Cette année 2023, la 9e édition du prix vert pour la conservation du parc national d'Azani a tenu toutes ses promesses en termes de participation et saine émulation entre les villages riverains de l'aire protégée. Cette année, Brafédon est le lauréat de l'édition 2023 du prix vert pour la conservation du parc national d'Azani. Avec ses 90 points sur 100, il a remporté un tricycle d'une valeur d'1 500 000 francs CFA, un chèque d'un montant de 2 millions de francs CFA, un trophée et un diplôme de participation. Bon, c'est un sentiment de fierté et de joie. Dit que avec ce prix, le village va connaître un développement et dit aussi que c'est parce que nous avons bossé qu'aujourd'hui nous avons reçu ce prix-là. Donc c'est vraiment un sentiment de joie et de fierté. Brafédon devance ainsi les villages d'Amessan-Guessandon et Djateke qui ont respectivement pris la 2e et la 3e place. Chacun a emporté dans le même ordre 1 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. Concernant le prix de la meilleure association villageoise de conservation et de développement AVCD, Nadibo 2 a supplanté ses pairs des 11 localités centres autour du parc national d'Azani avec une note de 76 points sur 100. AVCD a alors empoché toute seule le prix spécial de la formation pour les parcs et réserves dotés d'une enveloppe de 500 000 francs CFA. Le prix du meilleur élève éco-citoyen est revenu à Madou Loïc Kérin de l'EPP Irobo 1 avec 18,96 de moyenne sur 20 à l'entrée en 6e. Il a empoché un trophée, une enveloppe de 50 000 francs CFA, un kit scolaire et un diplôme. Toute chose qui voit la satisfaction du président de la cérémonie, Chérif Brahima, préfet hors grade, préfet du département de Grand Laou. Le colonel Ilaz Bakayoko, directeur de zone sud de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, s'est lui aussi félicité de l'engouement autour du prix vert. La matérialisation de ces encouragements est donc l'organisation chaque année du prix vert pour la conservation du parc. La forte mobilisation constatée ce jour autour de cette édition marque notamment l'adhésion des populations à la conservation de ce patrimoine, mais aussi la maturité de la collaboration entre les riverains et les gestionnaires. À ce stade de mon propos, je voudrais adresser toute la gratitude de l'OIPR à tout le corps préfectoral avec à sa tête les préfets des Grands Laou et de chaque ville pour leur constante disponibilité à accompagner l'OIPR dans cette noble mission de la conservation de l'environnement à travers les actions de sensibilisation à l'endroit des riverains. Il faut rappeler que le prix vert, initié depuis 2015, est une activité qui vise à renforcer l'adhésion des populations riveraines aux actions de préservation du parc national d'Azani. Cette fête s'est achevée avec la finale du trophée de Maracana qui a permis à Boyo de remporter la partie sur le score de 1-0 face à Brafédon. Boyo part avec une enveloppe de 50 000 francs CFA, un trophée,
un ballon et un lot de t-shirts à l'effigie de l'OIPR. Et un mot de religion dans cette édition, suite à l'audience accordée par la nouvelle ambassadrice d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, Sa Majesté Tifizié Jean Gervais, secrétaire général permanent du Forum des rois, sultans et chefs traditionnels d'Afrique, avait annoncé le don de son palais de Payopa à l'église orthodoxe d'Éthiopie. Ce jeudi, une délégation conduite par l'ambassadrice d'Éthiopie en Côte d'Ivoire s'est rendue à Payopa, situé à 18 km de Gagnoa dans la région du Go, pour visiter le don de Sa Majesté à l'église. Pierre Tebeu et Richard Akeke. Les populations du village de Payopa sont sorties nombreuses ce jeudi 2 novembre pour saluer la délégation éthiopienne conduite par son ambassadrice en Côte d'Ivoire en visite dans la localité. Dans la délégation, un représentant de l'église orthodoxe d'Éthiopie. Visible une très longue procession depuis l'entrée du village jusqu'au palais d'Eburni de Payopa, à 18 km de Ganoa. Dès son arrivée, la délégation a été reçue en audience par le chef de Payopa, Sa Majesté Tifizié Jean Gervais, en compagnie des autres chefs traditionnels. La délégation éthiopienne est venue apprécier à sa juste valeur le don de Sa Majesté Tifizié Jean Gervais à l'église orthodoxe d'Éthiopie. Offrir son palais de Payopa et un terrain de 18 hectares à l'église orthodoxe d'Éthiopie est une décision pleine de signification. Rien n'est vraiment trop beau pour offrir son palais en sacrifice à Dieu. Et je suis juste le dernier des rois couronnés après Haïlé Sélassié. Dans cette même église à Aksum. Ils viennent à Payopa pour installer la spiritualité, la divinité. C'est ce qui a commencé au début, qui existe toujours. Si d'autres rois ont vu que l'orthodoxie était la voie à suivre et qu'ils ont réussi, pourquoi moi, je ne ferais pas la même chose pour que mon peuple puisse se sauver? La délégation éthiopienne salue le geste et bénit son donateur. Votre palais est vraiment très beau et le lieu est idéal. Je pense que c'est un lieu saint. Que la main de Dieu vous bénisse, vous et votre peuple, et nous allons faire à ce que la spiritualité soit avec vous et toute l'Afrique. Les gardiens de la tradition n'ont pas manqué d'accueillir favorablement la décision. Donc c'est un réel plaisir pour moi que l'église orthodoxe arrive à Payopa pour qu'on essaie d'éduquer, rééduquer nos enfants qui aujourd'hui vivent une vie de drogue, une vie de non-respect des aînés. L'église orthodoxe d'Éthiopie est l'une des plus anciennes églises au monde. Son implantation dans cette localité de Payopa fera de la Côte d'Ivoire le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à accueillir cette congrégation religieuse. Et parlons littérature à présent. C'est parti pour la 15e édition de la caravane du livre organisée par l'Association des libraires professionnels. Le lancement de ce rendez-vous de la littérature s'est tenu le lundi dernier à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Lire, libère, c'est autour de ce thème que cette édition va sillonner la Côte d'Ivoire pour promouvoir la lecture et les livres. Les détails dans ce reportage que signe Diane Kablancan. Après le succès de la 14e édition, la caravane du livre entame une nouvelle ère cette année. Pour cette 15e édition, un focus sera réalisé sur les auteurs locaux en milieu scolaire et universitaire via des conférences littéraires, des concours d'illustration, poésie et slam dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Je viens du Cameroun pour participer donc à cette caravane du livre. Et ici d'abord à Abidjan et ensuite à Cotonou. Et je suis également par la même occasion, donc non seulement je suis là pour la caravane du livre, mais aussi en même temps invitée par la Librairie de France. Et je suis venue parler et présenter mes... On le sait, lise de moins en moins et c'est vraiment dommage. La clé de la réussite passe automatiquement par la lecture.
Portée par l'Association des librairies professionnelles en collaboration avec plusieurs associations et partenaires internationaux et locaux, la caravane vise à montrer l'importance de la lecture dans le milieu universitaire. Plusieurs rencontres littéraires seront au rendez-vous en partenariat avec les universités, des collèges, des lycées du pays. Des expositions ventes de livres d'auteurs ivoiriens et africains à prix réduit seront organisées de façon ponctuelle sur les différents sites qui vont accueillir l'événement et en permanence à la librairie Notre-Dame, à la librairie de France, Abidjan, Plateau. La particularité pour cette 15e édition, les concours de poésie, slam et illustration ouverts au public. La caravane du livre et de la lecture donnera l'occasion de faire la promotion de plus de 100 écrivains africains, de sillonner plus de 100 écoles, collèges et lycées dans pas moins de 10 villes du pays. Et direction Yamoussoukro, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ, la Direction générale de l'énergie du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire organisent une semaine de l'efficacité énergétique dans les 5 villes où se joueront la compétition en vue d'informer les hôteliers et populations sur la gestion efficiente de l'énergie au sein de leur structure ou habitation. Le lancement a eu lieu récemment à Yamoussoukro. Charles Kouakou. Cette campagne de sensibilisation appelée Semaine de l'efficacité énergétique a eu lieu avec un atelier de sensibilisation des hôteliers des villes de la CAN 2023. L'objectif était de développer les aptitudes des acteurs du secteur de l'hôtellerie à mieux d'intégrer une gestion efficiente des enjeux liés à l'énergie dans la conduite quotidienne de leurs activités et à améliorer leur compétitivité ainsi que leur empreinte carbone en tirant le meilleur parti des technologies et des bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique et de production d'énergie. La réalisation de cette activité a été effectuée en partenariat avec la coopération allemande GIZ, la Direction générale de l'énergie du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Alors, les actions que nous menons aujourd'hui visent donc à aider les acteurs des services hôteliers, également avec les populations, de retenir des gestes simples pour leur permettre d'économiser d'énergie à travers des comportements, des gestes écolos. Et cela va nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif de réduction de nos émissions à effet de serre pour notre CAN. Une semaine bien accueillie par toutes les parties prenantes. Il va falloir que nous amenons nos collaborateurs à bien gérer nos réfrigérateurs, nos climatiseurs, à respecter les consignes que l'atelier a prescrites comme recommandation. Nous avons tendance à dire que quand la consommation arrive comme ça, c'est sur nous les pauvres là que tout revient. Mais aujourd'hui, par rapport à la sensibilisation, surtout par rapport à cette semaine-là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Et ça va nous permettre de réduire notre consommation d'électricité et tout. Après Yamoussoukro, cette caravane sillonnera plusieurs villes, Bouaké, de Korogo, de San Pedro et d'Abidjan. En 2050, 35% de la population mondiale serait africaine. Paradoxe des paradoxes selon Issa Badini, qui note quand même que l'Afrique dispose du plus faible taux d'accès à l'enseignement supérieur. L'Afrique, où le difficile, voire l'impossible développement, c'est le fil conducteur de la chronique Business 24 de ce samedi, et c'est avec Issa Badini. Du mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre à Abidjan, s'est déroulé le 10e atelier régional du CEA Impact, autrement projet de centre d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact sur le développement. Sur la table, les 11 pays membres, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Niger, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Gambie, le Djibouti, le Sénégal, le Togo, et la Guinée de Sékou Touré. Et comme il fallait s'y attendre de la petite montagne, une petite souris, des mesurettes qui difficilement
impacteront significativement la marche laborieuse du continent vers le développement. Ce qui a cependant marqué les esprits à cette occasion, ce sont ces chiffres. Selon la directrice pays Côte d'Ivoire de la Banque mondiale, qui cite l'Organisation des Nations Unies, 35% de la population mondiale sera africaine en 2050. 35%. C'est-à-dire 2,4 milliards d'hommes et femmes contre 1,1 milliard aujourd'hui, pour un total mondial prévisionnel de 9,6 milliards. Faut-il en rire aux éclats ou en pleurer à chaudes larmes? Toujours selon la directrice pays, 54% des Asiatiques accèdent à l'enseignement supérieur contre seulement 11% en Afrique et 100% pour l'éducation de base contre seulement un peu plus de la moitié en Afrique. Premier constat, en Afrique, on sait fabriquer des gosses, un peu plus même qu'il n'en faut, comme le Niger qui, selon les mêmes prévisions de l'ONU, atteindrait les 200 millions d'habitants en 2100. Deuxième constat, les enfants en Afrique, on sait à peine quoi en faire. Ils sont faits pour être faits, du genre Allah l'a dit, pour ne pas dire c'est Dieu qui a donné. Pour autre chose, certainement, pas pour la formation. Peut-on résumer? Troisième constat, le continent était pauvre hier, est pauvre aujourd'hui, et le sera certainement demain, si de la ressource humaine abondante qu'elle dispose, elle ne la transforme pas en un capital humain conséquent. C'est clair et net comme de l'eau de roche. Même ceux qui ont passé tout leur temps et qui continuent d'ailleurs par pire égoïsme à chanter que 60% des terres arables sont en Afrique, que plus de la moitié des ressources minières c'est en Afrique, sont désormais convaincus que la richesse est moins dans les sols et dans les sous-sols que dans les têtes. Ayons donc des têtes. Et pour cela, armons-nous de sciences jusqu'aux dents, comme le dit Cheikh Anta Diop, et non des bazookas jusqu'à la cheville, comme disent. Des ateliers du type CEA Impact, des colloques, des tables rondes sur le développement et sa durabilité, c'est bien beau. Mais il serait davantage mieux que de la politique de l'Autriche dans laquelle baignent les gouvernants, qu'ils sortent les têtes du sable et affrontent avec responsabilité les questions démographiques jusque-là sujets à fétichisme et autres tabous. Pourquoi pas la brutalité chinoise d'antan avec la politique de l'enfant unique, ou bien de l'ingéniosité occidentale avec le tout éducation, ou encore peut-être améliorer les méthodes des grands-mères africaines pour calmer le jeu de la fécondité insaisissable dont le taux sur le continent frôle par endroits les 7 enfants par femme. Il s'osait sûr, il faut chercher le lièvre là où il peut y être. La question à savoir, faut-il en rire ou en pleurer du fait de la démographie galopante, il vaut mieux qu'on en rie, car le continent a trop pleuré. Et cela voudrait dire que les politiques, les vrais, ont remis l'église entre-temps au centre du village. C'est-à-dire que la formation est élevée au niveau de la fécondité, ou bien que la fécondité est redescendue à la taille de la formation. Du genre, comme on aime à le dire dans le nord du Burkina, si l'ombre ne va pas à l'antilope, que l'antilope aille à l'ombre. À bientôt. En image à présent en Angola, la dette publique du pays devrait baisser à 69% du PIB en 2024, a rapporté l'agence Angola Press Agency. Le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor a fait savoir que le pays dispose des outils nécessaires pour faire face à la situation budgétaire actuelle, grâce notamment aux différentes initiatives entreprises par le gouvernement avec le soutien des institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne le stock de la dette, à l'état actuel, il se situe à environ 86% du PIB, correspondant à 62 milliards de dollars, dont 16,7 milliards de dollars de dette intérieure et 45,4 milliards de dette extérieure, a indiqué Dos Santos. La croissance économique de la République du Congo est en passe d'atteindre 4% en 2023. C'est ce qu'a déclaré le Fonds monétaire international à l'issue d'une mission de 2 semaines dans le cadre de la 4e revue du programme financier au titre de la facilité élargie de crédit.
Dans le cadre de l'examen du programme, l'institution de Bretton Woods a estimé que des progrès significatifs ont été réalisés en ce qui concerne les discussions sur les mesures politiques visant à assainir les finances publiques et à faire avancer les réformes structurelles clés. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit.